Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence organisée conjointement entre KCIS et Crédit Agricole SA. Je suis Cédric Queneau, le responsable du front office KCIS Matières Premières Agricoles et je suis accompagné ce matin de Xavier Casdan, expert grande culture chez Crédit Agricole SA. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Et de Pierre Salomero, sales trader chez KCIS Bank. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Webconférence dédiée à un premier bilan sur cette fin de campagne et des perspectives sur les céréales et les oléagineux sur la campagne suivante. On va attaquer tout d'abord avec une introduction macroéconomique réalisée par Pierre. Merci Cédric. Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer cette webconférence par une introduction macroéconomique, faire le tour des grands sujets d'actualité, regarder un peu plus près le sujet de cette récession qui s'annonce aux États-Unis, en Europe, et aussi voyons l'impact que ça pourrait avoir sur le marché des grains et évidemment sur les marchés financiers. Première slide, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, le sujet de l'inflation. Je pense que le premier point à mettre en avant, ça reste quand même la composante inflationniste est de nature très différente aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, c'est avant tout une surchauffe due à une politique budgétaire agressive, un surplus d'épargne, des chaînes d'approvisionnement qui sont tendues, voire bloquées depuis un certain temps, avec donc cette demande très forte qui crée une inflation boucle prix-salaire. En Europe, c'est très différent. C'est surtout une inflation qui vient des prix de l'énergie et de l'alimentation. Si nous regardons les chiffres, nous sommes actuellement en France à 6% d'inflation à peu près, 8% en Europe, 8,5% aux États-Unis. La France est un peu en deçà de ses voisins européens grâce au bouclier énergétique. Il faut savoir que ces niveaux d'inflation n'ont pas été vus depuis quasiment 35 ans en Europe, un peu la même chose aux États-Unis. Sur les slides, on voit les différences entre les prévisions datant de février et les prévisions actuelles. Pour l'année 2022, en fait, les révisions ont été vues à la hausse principalement puisque depuis le début de l'année, l'inflation ne fait qu'augmenter. Les chiffres mensuels sont chaque mois plus hauts que le mois précédent. Et donc, ça influence en fait toutes les prévisions 2023-2024. La question centrale sur l'inflation, c'est à quand est-ce que sera le pic d'inflation ? Ça fait plusieurs webconférences que ce sujet est déjà abordé. À chaque fois, les experts sont assez partagés, mais une majorité pense que le pic est déjà vu, ou nous avons déjà passé le pic. Ce n'est toujours pas le cas. Donc, restons prudents. Grande différence avec les premières webconférences, les banques centrales sont intervenues cette fois-ci. Aux États-Unis, les taux d'intérêt directeurs sont passés de 0,25 à 1,5%. En Europe, la Banque centrale annonce qu'elle va augmenter de 0,25% ses taux directeurs en juillet. Pour l'instant, rien n'est fait. Si nous regardons la deuxième slide, elle représente donc le marché des taux, les courbes des taux, les courbes d'emprunt des États, côté Europe, côté États-Unis. En pointillé, c'est la courbe de mars 2022. On voit que depuis 3-4 mois, tous les niveaux d'intérêt d'emprunt des États a augmenté, que ce soit sur le court terme que sur le long terme. On voit que le court terme en Europe n'est pas encore remonté parce que la Banque centrale n'est toujours pas intervenue. Donc, crédibilité des banques centrales, le marché des taux a bien réagi. Et voilà, nous allons voir les effets que ça aura. Troisième slide. On passe à la croissance. Nous avons vu qu'en début d'année, l'inflation avait déjà causé des dégâts sur la croissance, en particulier aux États-Unis. Le premier trimestre a vu moins 1,5% de croissance. En Europe, on était à 0,6% de croissance positive, mais ça reste quelque chose de très léger. Donc là aussi, les prévisions ont été rabaissées. On peut comparer les prévisions de février et juin. Principalement, voilà, on voit... Particulièrement en Europe, on a peur d'une inflation persistante. Aux États-Unis, c'est simplement peut-être un ajustement de ces prévisions dû au début d'année sur les mauvais chiffres de la croissance qui ont surpris. Pour la croissance, dernier point qui est important, c'est la dichotomie un petit peu entre la santé des entreprises, qui est excellente. Les marges opérationnelles sont sur des plus hauts historiques depuis plusieurs années. À l'inverse, les chiffres de la croissance, les indicateurs avancés comme la confiance des consommateurs ou bien le sentiment des investisseurs, eux, sont de plus en plus en baisse. Donc, nous allons attendre les résultats du second trimestre qui apparaîtront en juillet pour voir
dans les résultats des entreprises, il y a des profit warnings. Nous avons déjà quelques indices avec le secteur de la technologie qui connaît des licenciements comme pour Netflix, des profit warnings comme pour Zalando. Nous allons voir donc en juillet quels seront les résultats. Slide suivante. Suite à plusieurs questions, je me suis attardé sur la paire euro-dollar. La question était, quels étaient les risques sur cette parité? Où pourrait aller l'euro? Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que graphiquement, j'ai pris un graphique qui date de 2001 pour voir vraiment le long terme sur la parité. Depuis la crise financière 2008, le trend euro-dollar est dans un trend baissier. Nous avons atteint un support à peu près en 2015 où on allait voir 1,0341. Ce support n'a pas été cassé, on l'a revu en 2015. Nous nous rapprochons de ce niveau actuellement. Fondamentalement, en dehors de la balance des paiements, ce qui influence une parité, c'est d'abord la différence de taux de croissance entre les deux zones économiques, la différence de taux d'intérêt et la différence d'inflation. Actuellement, c'est clairement la différence de taux d'intérêt qui drive cette parité. Il y a beaucoup plus de risques à la baisse sur l'euro-dollar si nous cassons ce support que des risques entre guillemets à la hausse. Slide suivante. Pour conclure cette introduction, je pense qu'on peut essayer de prendre un peu de recul, voir quels sont les risques pour les mois à venir, pour cet été, pour la fin d'année. Risque pour la récession, évidemment. Je pense que principalement en Europe, il faut regarder le conflit ukrainien-russe. Cette semaine se tient en Bavière le G7. Il y aura le sommet de l'OTAN à Madrid en fin de semaine. Et c'est cette semaine que Vladimir Poutine a choisi de rebombarder Kiev pour maintenir, j'imagine, une pression sur les Occidentaux, pour montrer que la guerre en Ukraine n'est pas finie, que ses objectifs ne sont pas atteints, même s'ils sont plus clairs dorénavant. On imagine tous que l'annexion de la partie est du pays reste sa priorité. On peut imaginer des risques d'accidents nucléaires, que ce soit civils, sur des centrales nucléaires ou militaires. La Russie a équipé la Biélorussie de missiles récemment pouvant accueillir des ogives nucléaires. Donc ça reste un des risques majeurs. Deuxième risque qui provient aussi de la Russie, c'est l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Une crise énergétique peut être possible selon comment va se passer l'hiver. Le ministre le ministre allemand de l'économie craint un Lehman Brothers dans le secteur énergétique avec des faillites en chaîne dans ce milieu-là si les prix du gaz continuent de flamber. Dernier point, qui est peut-être un peu plus long terme, c'est est-ce que les banques centrales vont arriver à maîtriser cette inflation? On voit que la réponse de la Banque centrale américaine est très forte et le marché a l'air de rester un peu plus convaincu côté États-Unis. En Europe, c'est très différent. L'inflation est drivée par les prix de l'énergie qui est un risque principalement géopolitique. Donc, voilà, pour moi, c'est le point d'attention pour cette fin d'année. Et nous allons voir toutes ces répercussions sur la récession, les probabilités de récession. L'introduction macroéconomique est terminée. Je passe la main à Xavier. Merci Pierre. Donc, on va en profiter maintenant dans cette deuxième partie pour faire un bilan en fait de la campagne 2021-2022 qui se termine aujourd'hui en fait. Pour rappeler effectivement que nous avons quand même connu une campagne inédite en termes de prix, et puis on va essayer de reprendre un petit peu de recul pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, notamment en regardant les bilans mondiaux entre l'offre et la demande depuis une dizaine d'années, pour percevoir que nous avons connu plusieurs périodes. Une période déjà entre 2010 et 2012 qui était déjà tendue sur le blé, sur l'orge, sur le maïs, avec donc des bilans plutôt déficitaires et donc en l'occurrence des conséquences en termes de prix. 2012 étant la dernière année où les prix étaient particulièrement élevés par rapport et indépendamment de la campagne 2021-2022. Puis après, on a connu une période 2013-2017 où là, on était plutôt sur des excédents de production à l'échelle mondiale, notamment sur le maïs et sur le blé tendre, qui fait que pendant cette longue période, les prix étaient particulièrement bas.
Et puis plus proche de nous, 2017, depuis la campagne 2017-2018, une période plus chaotique et avec 4 années consécutives concernant le maïs de déficit de production à l'échelle mondiale et donc avec une conséquence déjà sur les prix. Tout ça pour dire que les prix donc de ces 3 matières premières avaient déjà bien augmenté avant le conflit. Et force est de constater que entre les prix 2021-2022 à comparer à ceux de 2012-2015, en moyenne, eh bien, il y a quand même une sacrée différence, autour de 55 € la tonne. Alors, qu'est-ce qui explique en fait cette situation? Eh bien, on va tenter d'y répondre. Alors, cette situation tendue, notamment ces dernières années, encore une fois, eh bien, a aussi comme conséquence un point important, c'est le niveau des stocks chez les principaux pays exportateurs, quelles que soient les matières premières. Et quand on analyse plus précisément le ratio stock sur consommation, en prenant et en enlevant, bien entendu, souvent les stocks chinois qui viennent un peu perturber l'analyse, car pour rappel, la Chine n'exporte aucune matière première, c'est plutôt un pays importateur. Donc quand on les retire, eh bien ces ratios stock sur consommation, que ce soit pour le blé, que ce soit pour l'orge ou que ce soit pour le maïs, on est sur des niveaux bien inférieurs à 15%, et ce qui donc fragilise et ce qui tend encore un petit peu plus les marchés, d'autant plus que pendant la même période, en matière de taux d'exportation sur la production à l'échelle mondiale, pour ces matières premières agricoles, eh bien, ce taux d'exportation ne cesse d'augmenter. Tout ça pour dire que la population mondiale, effectivement, tous les jours augmente de façon significative. Et donc, les pays déjà dépendants en matière d'importation le sont de plus en plus, et ce qui vient tendre encore un petit peu plus les marchés. Alors c'est vrai qu'il y a aussi le poids de la Chine sur ces 10 dernières années et en particulier sur les 2-3 dernières années, sur lequel en matière d'importation de matières premières, eh bien ça a été considérable. Et puis à remarquer également que ce taux exportation sur production devrait augmenter encore dans les années à venir parce que en raison du réchauffement climatique, ces pays importateurs qui sont surtout en zone asiatique et en zone Afrique, là où on connaît davantage d'augmentation de la population mondiale, eh bien, ces pays seront de plus en plus dépendants de ces importations car auront de moins de possibilités de produire en raison du réchauffement climatique encore une fois. Ce qui peut expliquer les fameux 55 € qu'on a vus en début, eh bien, c'est probablement le rôle et la présence importante des fonds spéculatifs sur les marchés à terme, que ça soit sur Chicago ou que ça soit sur Euronext. Et là, en l'occurrence, quand on regarde la position de ces fonds sur Euronext et sur le blé en particulier, eh bien, ce que vous avez en rouge, qui est l'année 2022, force est de constater que les niveaux en position nette acheteuse sont à une situation complètement inédite. On n'a jamais vu ça les années auparavant. Et donc, ça vient probablement amplifier les phénomènes de prix à la hausse comme à la baisse. Alors, depuis le conflit, effectivement, ça a plutôt amplifié la hausse que nous avons connue pour atteindre des niveaux qu'on n'a jamais vus précédemment. Et puis ces dernières semaines, et en l'occurrence cette semaine, pratiquement moins 44 000 lots qui ont été vendus en fait par ces fonds pour intégrer le fait que, comme le disait Pierre, nous sommes probablement rentrés dans une période de récession économique mondiale et ça doit probablement agir effectivement sur le comportement des fonds en question. Donc la question c'est est-ce que c'est pas la principale raison qui explique encore une fois ce surcoût, cette surcotation par rapport à l'année 2012, la campagne 2012-2013 où la situation était déjà tendue au même titre que sur cette campagne 2021-2022. Alors, comme vous l'avez bien vu, effectivement, les niveaux de prix sont inédits en termes de niveau. Là, vous avez sur ce graphique, en fait, l'évolution des 3 cotations du blé sur Euronext, septembre 2022, septembre 2023, septembre 2024, depuis le conflit, donc ça n'a pas cessé d'augmenter et avec quand même à la veille en plus d'une future récolte 2022 un certain nombre d'éléments qui ont influé à la baisse comme à la hausse
Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais en citer 2-3 qui me paraissent effectivement importantes. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, l'Inde qui a été en quelque sorte le sauveur en l'absence de l'Ukraine en matière d'exportation de blé depuis le conflit, a donc permis effectivement de répondre à quelques besoins en ayant et disposant d'un disponible exportable suite à des très très bonnes récoltes depuis ces 2 dernières années. Sauf que l'Inde, qui récolte avant nous, en fait, a constaté que sa niveau de production récolte 2022 était bien inférieur aux prévisions, a décidé du jour au lendemain de stopper les exportations, et donc ça a eu un effet immédiat sur les prix, comme vous pouvez le voir sur la courbe. Le deuxième élément important qui a agi fortement sur ces prix, mais plutôt en termes de tendance baissière, eh bien, ce sont les discussions entre les Nations Unies et la Russie, sur le territoire de la Turquie, pour essayer de trouver une solution pour évacuer en fait le blé ukrainien des ports ukrainiens qui sont stockés déjà depuis le conflit. Et ces discussions ont effectivement permis aux fonds spéculatifs eh bien, de considérer que c'était plutôt une bonne nouvelle et donc ont plutôt effectivement commencé à vendre leur position. Et donc ça a eu comme conséquence immédiate effectivement une baisse significative sur les prix. Il y a eu les événements climatiques du mois de mai et du début juin au niveau de l'Europe, qui a eu, lui, plutôt une tendance haussière sur les prix, et puis plus récemment, cette crainte effectivement d'une récession économique à l'échelle mondiale qui fait que, encore une fois, les fonds ont plutôt eu tendance à vendre leur position. Mais je rappelle quand même que leur position actuellement est toujours en position nette acheteuse de façon toujours importante, voire inédite, encore une fois, par rapport aux années précédentes. Donc tout ça pour dire que on reste sur des niveaux de prix qui sont quand même relativement hauts. Et quand on regarde les échéances au 28 juin, par exemple, septembre 2023, septembre 2024, eh bien, on est quand même autour de 300 €, ce qui reste des niveaux, encore une fois, jamais vus les années précédentes. Alors, toutes les matières premières en termes de prix ont connu des niveaux très importants. Le blé, je viens d'en parler, mais c'est vrai pour le maïs, c'est vrai pour le blé dur, même si pour le blé dur, on est moins concerné par le conflit, c'est plus lié là précisément par rapport aux fondamentaux. Pour rappel, le Canada a vraiment connu une très 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 mauvaise récolte 2021 en raison d'un dôme de chaleur particulièrement impactant. Et puis les orges qui, par effet sympathie, suit effectivement la situation la situation du blé. Alors, comment va se terminer la campagne en France ? En fait, paradoxalement, au regard du dernier conseil des céréales de France Agrimaire, en fait, on devrait terminer cette campagne avec un stock report particulièrement important de 3,2 millions de tonnes, ce qui est largement supérieur à la moyenne quinquennale, autour de 2,7 millions de tonnes. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation, alors que au regard du conflit et donc de l'absence de l'Ukraine et un petit peu de la Russie sur ces marchés à l'exportation, on aurait pu penser que nous pourrions répondre aux besoins. Comme vous l'avez pu le voir également, les prix ont pris de tels niveaux, à un moment donné, on a dépassé les 430 € la tonne de blé. Un certain nombre de pays importateurs ont freiné considérablement leurs achats, et donc au regard de cette situation-là, on devrait effectivement terminer la campagne 2021-2022 avec un stock encore une fois plutôt inédit. Il faudrait rajouter également qu'en matière d'utilisation de blé sur la partie fabrication et alimentation animale, on n'a pas eu, il y a eu déjà une concurrence en termes de prix avec le maïs. Et puis, probablement que la grippe aviaire a eu aussi un impact sur moins de besoin de fabriquer. Et donc, ça n'a pas été forcément un débouché extraordinaire sur cette campagne 2021-2022. Pour revenir enfin, et c'est important de le rappeler, sur cette campagne d'exportation vers les pays tiers en particulier, pour constater que nous ne sommes plus forcément le seul fournisseur ou le principal fournisseur de blé pour l'Algérie.
depuis les 2 dernières campagnes. Comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à gauche, en rouge, c'est nos parts de marché sur l'Algérie depuis donc une dizaine d'années. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, sur ces 2 dernières années, sur ces 2 dernières campagnes, on y est beaucoup moins présent pour diverses raisons. Mais les 2 raisons principales, c'est d'une part, dès l'année dernière, l'ouverture du cahier des charges de l'Algérie au blé russe. Et la deuxième raison, c'est aussi et surtout des problèmes géopolitiques, comme quoi la géopolitique vient vraiment perturber les courants d'affaires et en particulier les échanges en matière de blé et de céréales, au point que ces problèmes géopolitiques entre la France et l'Algérie ont perturbé, notamment en ce début de campagne, nos exportations. Je serais tenté de dire que heureusement que nous avons eu la possibilité d'exporter de façon très importante vers la Chine, et depuis la 2e année consécutive, au point que la Chine devrait être, pour cette campagne 2021-2022, notre principal client, pays tiers, au regard, encore une fois, de ce qui a été exporté, plus de 2 millions de tonnes de blé. C'est la même chose concernant l'orge. Donc, un grand merci, entre guillemets, à la Chine au regard du contexte qui démarrait plutôt mal vis-à-vis de l'Algérie. Donc, cet élargissement est plutôt effectivement une bonne nouvelle. La question, c'est est-ce que la Chine va rester aux achats pour les prochaines années? C'est quand même effectivement une grande interrogation. Concernant le maïs, en termes de perspective fin de campagne, là aussi, on devrait terminer avec un stock finalement un peu plus élevé que les années précédentes. Alors, en lien probablement avec le fait que en alimentation animale, comme pour les mêmes raisons que pour le blé, on n'a pas eu forcément besoin de beaucoup de matière par rapport au contexte un petit peu compliqué de cette année. On a connu une très très bonne début de campagne en matière d'exportation vers les autres pays de l'Union européenne grâce à notre niveau de compétitivité, mais malgré cela, on devrait terminer effectivement avec un stock fin de campagne autour de 2,6 millions de tonnes, quand en moyenne, on est plutôt autour de 2,1 millions de tonnes, donc un niveau particulièrement élevé. Il y aura a priori cette année pas de problème de soudure avec la future campagne, ce qui avait été plutôt le cas par rapport à la fin de la campagne 2020-2021. Bilan oléagineux très vite, même constat, on a été sur une situation plutôt tendue sur l'ensemble des matières premières, que ce soit le soja, que ce soit le colza, que ce soit sur le tournesol, mais avec des spécificités différentes selon l'utilisation qui en a été faite. On pourrait citer par rapport au soja le fait que la Chine a été un petit peu moins aux achats au regard de la problématique de résurgence de la fièvre porcine africaine, mais aussi de la problématique liée à la crise sanitaire de la Covid-19. Le colza, on a été effectivement sur une campagne plutôt très 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 tendue en raison surtout là des fondamentaux en termes de production où le Canada a vraiment eu et connu une très très mauvaise production et donc à un moment donné des manques de disponibilité pour la fabrication au point que lorsqu'on regarde le ratio stock sur consommation, on est autour de 6% sur cette campagne, donc une situation particulièrement tendue et qui s'est traduite encore une fois effectivement sur les prix. Je vais pas revenir sur la problématique tournesol où là le conflit a joué de façon très importante pour rappeler que l'Ukraine concernant l'exportation de tournesol, de tourteaux de tournesol et d'huile de tournesol, c'est à lui seul pratiquement 80% de part de marché, donc un poids particulièrement important et donc une déstabilisation par rapport à ce conflit. Et sur le palme, même si c'est pas tout à fait un oléagineux, le comportement de l'Indonésie qui a aussi venu perturber bien entendu les prix, comme vous pouvez le voir. Les prix, au même titre que ce qu'on a vu sur les céréales, ont connu des niveaux inédits
avec le lien très fort de ces oléagineux en termes de prix par rapport à l'évolution du cours du pétrole, car une bonne partie du débouché de ces graines, c'est l'huile, et c'est l'huile pour fabriquer des biocarburants et biodiesel en particulier. Donc tout ça étant effectivement lié. Ça a surtout été vrai sur les 3/4 parties de la campagne 2021-2022. C'est un petit peu brouillé ces derniers temps, avec encore une fois le contexte de récession dans lequel nous sommes effectivement est effectivement en l'occurrence en présence. Alors force est de constater aussi, à la différence du blé, pour voir le comportement des fonds est toujours sur Euronext et en l'occurrence sur le colza, sur le constat que là on est plutôt effectivement sur des positions nettes vendeuses inédites par rapport aux précédentes campagnes. Alors c'est le signe, encore une fois, d'une grande interrogation sur quelle position a et quel jeu joue, entre guillemets, ces fonds spéculatifs sur les niveaux de prix. On a bien vu que les prix quand même avaient pas mal dévissé ces derniers temps, et donc générant bien entendu aussi une forte volatilité en l'occurrence. Enfin, en France, effectivement, au regard du contexte de production et des utilisations, eh bien, on a été dès le mois de mars en absence de grains français pour répondre à l'ensemble de la demande, et donc fortement dépendant de l'importation, et en particulier, et en début de campagne, bien entendu, de l'importation de graines du Canada et de l'Ukraine en particulier, surtout en début de campagne. Alors Cédric, avant de peut-être passer aux perspectives 2022-2023, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur l'analyse qui va prévaloir par rapport à ces perspectives? Merci Xavier donc pour ce premier bilan. Donc effectivement, avant de nous intéresser aux perspectives sur la 22-23, sur la partie technique, on fait un petit point très rapide sur la météo. Alors une météo qui a été relativement très sèche sur l'hémisphère nord. Vous l'avez vécu, on l'a vécu tous en France et globalement sur l'Europe et également aux États-Unis. On a toujours un sol très sec sur la partie nord-américaine, sur les plaines. On a des températures chaudes également et sèches sur les 2 prochaines semaines attendues sur l'hémisphère nord aux États-Unis. Ça sera à surveiller notamment sur la partie du maïs américain. On va rentrer dans une période de weather market sur la partie américaine et le maïs. Au Brésil et en Argentine, ça reste très sec. Alors au Brésil, il y a eu des inondations sur certaines parties, puis on aura un retour d'un temps très 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 sec. Et en Argentine, les semis se passent dans des conditions très sèches, au-dessus de la normale. Donc ces points seront à surveiller attentivement dans les prochaines semaines. Sur l'Europe, globalement, et même une large partie de l'hémisphère nord, nous savons déjà que les récoltes vont être plutôt, on va dire, globalement décevantes, entre guillemets. On a des perspectives autour des 45 millions de tonnes sur les blés aux États-Unis, autour des 32 millions de tonnes sur les blés d'hiver et 12-13 millions de tonnes sur les blés de printemps. En Europe, tout le potentiel sur l'Europe du Sud va être rattrapé quand même par de bonnes perspectives sur l'Europe de l'Est et du Nord. Donc ça sera intéressant à suivre. La France, on devrait être autour des 33-35 millions de tonnes, 33-34 même plutôt. Et puis finalement, les conditions météorologiques se sont déroulées extrêmement bien sur la partie mer Noire et sur la Russie, avec une production attendue record. On a un peu de choses sur la partie sud de la Russie, mais pour le moment, pas de crainte, puisqu'on voit que les différents analystes relèvent à la hausse leurs estimations de production. Le plateau sibérien, on a des indices de végétation qui sont un peu en train de se dégrader, mais rien d'alarmant pour le moment. Et puis pour la partie australienne, l'Australie serait en mesure de réaliser pour la 3e année consécutive une très belle récolte sur les blés. Point météo passé, intéressons-nous très rapidement sur la position des fonds. Donc là, devant vous, vous avez un indice de référence qui est le Bloomberg Commodity Index, le BCOM. Ce qu'on peut constater, c'est, et Xavier en a parlé un petit peu précédemment, c'est qu'on a eu une baisse sur ces dernières semaines et surtout ces 5 dernières semaines, une baisse drastique en fait de cet indice de référence qui est lié à un ajustement des positions de la part des clients financiers.
Pour rappel, les financiers étaient venus massivement acheter des matières premières agricoles pour se hedger face à une certaine inflation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pierre en a parlé en introduction. On a un risque. On l'avait oublié également, beaucoup d'opérateurs l'avaient oublié, on a un risque de crise économique, de crise financière majeure avec comme impact derrière, avec ces comportements de banques centrales qui viennent resserrer un petit peu les liquidités dans les marchés, un impact d'une récession et donc d'une baisse potentielle de la demande au niveau mondial. Donc les fonds ajustent leur position, on voit que cet indice qui était sur un pic à 140 000 à peu près cette année revient se traiter sur la zone des 121 000 et pourrait revenir autour des 112 000 points qui serait un niveau quasiment d'avant-conflit. Donc ça, c'est le premier point à garder en tête. Le second point, et vous avez sur cette slide une infographie qui a été réalisée par une entreprise qui s'appelle Peak Trading Research. Le travail a été très bien fait et j'ai trouvé intéressant de vous la montrer comme telle ce matin. Vous avez en fait pareil, un historique sur 13 matières premières agricoles et la position CFTC des acteurs non commerciaux. Donc ce sont, on va dire, pour simplifier, les fonds financiers. La courbe principale en noir montre très clairement que cette position nette des fonds a fortement diminué depuis ces 5 dernières semaines. On a une position nette qui arrive autour de 175 000 contrats, toutes matières premières confondues, et c'est un plus bas depuis août 2020. Donc voilà, on replace un petit peu en perspective et ça nous aide également à comprendre la forte volatilité qu'on a connue notamment la semaine dernière, que ce soit sur le blé, le colza ou le maïs. Sur la slide suivante, je me suis arrêté sur 4 contrats principaux et une mise à jour également de la position des fonds futurs et options. Donc en haut à gauche, j'avais la position du maïs américain, une position de 265 000 contrats aujourd'hui, et on voit que très clairement, on a une position qui revient au plus bas depuis le 26 octobre 2021. Donc voilà, encore une fois, ça nous met en perspective par rapport à cette forte volatilité et ces ajustements. Si on regarde en haut à droite, on a la position du wheat SRW, donc le blé américain SRW. On a une position qui est assez neutre, proche de zéro, avec un net long de 3900 contrats, position proche d'une position négative qui serait inédite depuis le 1er mars 2022. Si on poursuit sur le graphique en bas à gauche de votre écran, sur le CBOT soja, on voit qu'on a un creux depuis 5 semaines sur le soja américain avec une position de 154 000 contrats à peine. Et si on passe en bas à droite sur la position de l'huile de soja, le soybean oil, on a finalement un peu la même chose avec une position nette très légère de 51 000 contrats au plus bas depuis le 4 janvier 2022. Donc, on est quasiment sur un plus bas de l'année sur ce contrat. Donc, voilà, on voit tout ça pour dire entre l'indice de référence de Bloomberg, c'est la même chose sur le Refinitiv, où les positions nettes des fonds se sont toutes ajustées. Et la principale raison, c'est un retrait des liquidités des banques centrales et des craintes sur une demande mondiale sur la crise financière qui pourrait être un peu plus importante, notamment à la rentrée. Sur la slide suivante, je vais reprendre je laisse la parole à la Xavier. parole. En fait, pour effectivement commencer à entrevoir les perspectives liées à cette future campagne 2022-2023, pour peut-être déjà intégrer des comportements qui ont été liés, donc encore une fois, à l'actualité, à l'inflation des prix, bien entendu, et en particulier des prix des intrants liés au prix, à l'augmentation des prix d'énergie, pour constater l'évolution des assolements. Et en l'occurrence, là, c'est l'exemple de la France, pour montrer que ce contexte a joué effectivement sur la tournure de cet assolement 2022-2023. Pour les cultures d'hiver, déjà, force est de constater que les surfaces de blé tendre ont tendance à être en baisse par rapport à la précédente campagne, qui était déjà à un niveau effectivement quand même plutôt élevé. Et on peut se poser la question, au regard, encore une fois, de cette baisse, si effectivement, au moment de la réflexion des agriculteurs, eh bien, si le prix des intrants, et en particulier des engrais, des solutions azotées, n'a pas déjà été intégré au moment de ces décisions-là, parce que en parallèle, on voit que ce sont plutôt les surfaces d'orge d'hiver qui ont eu plutôt tendance à augmenter, probablement, à écouter des experts, un petit peu moins gourmands en solutions azotées. Bon, le colza, lui, effectivement, comme il s'était tombé particulièrement bas, eh bien, retrouve, je dirais, des niveaux de surface très très loin quand même des années antérieures, mais on revient à une courbe plutôt positive. Et puis là où le choix et l'arbitrage s'est fait,
c'est bien quand on regarde les cultures de printemps. Et en plus, bien entendu, de la forte augmentation des prix des intrants et donc des engrais en particulier, il faut aussi rajouter la problématique eau, les déficits hydriques importants déjà dans un certain nombre de régions au moment où les agriculteurs réfléchissaient encore une fois à leur assolement, pour constater que c'est surtout le maïs qui sera pénalisé en matière de surface, moins 6% par rapport à la campagne 2021-2022, et les cultures qui en ont plus profité, finalement, c'est celles qui ont besoin de moins d'engrais, de solutions azotées et de moins d'eau, que sont le tournesol et le soja en particulier, mais c'est surtout effectivement le tournesol, d'autant plus lié au contexte, lié au conflit de l'Ukraine. Donc un petit changement effectivement et une réflexion intégrée par les producteurs pour raisonner leur assolement, d'autant plus que là, c'est l'exemple de la France, mais c'est exactement vrai sur l'ensemble des bassins de production à l'échelle mondiale. Les prix des intrants, les prix de vente des matières premières et la problématique de l'eau, effectivement, sont partie intégrante dans les prises de décision des agriculteurs. Alors, pour revenir plus précisément sur les perspectives concernant le blé, sur cette future récolte 2022, en France, force est de constater que la situation s'est quand même bien dégradée depuis la sortie de l'hiver. Je vous rappelle qu'à la sortie de l'hiver, on était plutôt sur des conditions de culture bonnes à très bonnes, autour de 90%. Le coup de chaud du mois de mai a vraiment eu un impact très négatif en fait sur ce potentiel de récolte et de rendement en particulier dans un certain nombre de régions, pour faire en sorte qu'aujourd'hui on est plutôt autour de 64% de surface en bonnes voire très bonnes conditions, avec des régions plus impactées d'autres. On pourrait surtout citer l'Île-de-France et la région Centre-Val de Loire, où les niveaux de ces conditions sont bien inférieurs aux 50%, donc des régions qui ont été effectivement davantage pénalisées, encore une fois, par ce coup de chaleur du mois de mai. C'est pas forcément la canicule du mois de juin qui a impacté ce potentiel, c'était vraiment au moment du mois de mai que tout s'est passé. Si on compare cette situation des 64% en termes de prévision par rapport à la même période l'année dernière, on était plutôt à 81%. Tout ça pour dire qu'effectivement, les conditions ne sont quand même pas globalement très, très bonnes. Alors, on commence à voir des estimations sur les récoltes, toujours en blé, avec des estimations qui sont quand même plutôt revues à la baisse. Je vais citer Talage, Stratégie Grain, qui il y a 15 jours estimait une estimation de la production de blé autour de 33,5 millions de tonnes. La dernière, qui date de ce début de semaine, tombe à 33,2 millions de tonnes. Donc une petite moyenne, je serais tenté de dire, toujours quand même en phase avec la moyenne quinquennale, mais plutôt fourchette basse. Estimation de Sigma Conseil est un peu plus optimiste, entre guillemets, autour de 34,4 millions de tonnes. Donc ça reste pas non plus mauvais, entre guillemets, a priori, mais ça reste effectivement une petite moyenne quand on regarde par rapport au graphique que vous avez en haut, en bas, à droite, l'évolution de la production depuis ces 10 dernières années. On est effectivement plutôt sur une campagne plutôt moyenne. Maintenant, à l'échelle mondiale, et quand on regarde plus précisément ce qui pourrait se passer sur les différents pays exportateurs, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Cédric sur la partie États-Unis, mais c'est vrai que là, depuis très longtemps, on a bien constaté que les conditions de culture étaient quand même plutôt mauvaises, 30% seulement des surfaces jugées bonnes à très bonnes. Toute la partie Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient, des conditions difficiles et notamment des déficits hydriques particulièrement importants. Le Maroc devrait connaître moins 50% de production par rapport à 2021, au regard encore une fois de ces déficits hydriques. Donc une dépendance très forte encore une fois des importations. L'Australie effectivement, même si c'est l'hémisphère sud, on s'attend à une troisième meilleure récolte. L'Europe, en fait, une situation contrastée. L'Europe de l'Est, plutôt un bon potentiel à aujourd'hui, qui viendrait compenser le potentiel entaché par ces coups de chaleur, surtout du mois de mai, sur les pays de l'Europe de l'Ouest. Donc une situation, je dirais, plus ou moins compensée, encore une fois, par rapport à la comparaison entre l'Ouest et l'Est. Et là où, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on le dit, c'est la Russie,
qui finalement, encore une fois, confirme qu'elle profite vraiment du réchauffement climatique, car pour le moment, les conditions de culture sont quand même extraordinairement bonnes et les révisions et l'estimation est encore revue à la hausse. On s'attendait plutôt à une récolte autour de 87-88 millions de tonnes. On commence maintenant à parler de 89 millions de tonnes. Tout ça pour dire que malgré le conflit, eh bien, le disponible exportable de la Russie devrait être particulièrement important. Très vite sur le maïs, même si on est un petit peu loin des futures récoltes, pour constater le choix des assolements, encore une fois, des producteurs, et notamment aux États-Unis, où on s'attend plutôt à une baisse des surfaces au profit plutôt des oléagineux et en particulier du soja. Des hausses plutôt des surfaces en Argentine et puis plutôt des bonnes perspectives au Brésil avec une hausse assez significative des surfaces liées à la safrina. Donc un environnement plutôt ambiant. La question qu'on peut quand même se poser, c'est plutôt sur le comportement des pays importateurs et notamment de la Chine, car depuis le conflit, effectivement, on est plutôt en baisse assez importante des importations de la Chine, même si la Chine a trouvé une solution éventuellement avec le maïs sud-américain pour pallier l'absence du maïs ukrainien en l'occurrence. Mais donc tout ça va être important à suivre par rapport à la futurs événements climatiques et géopolitiques, bien entendu, sur ce sujet-là. Cédric, que peux-tu nous dire sur l'analyse technique concernant les céréales en particulier? Merci Xavier pour cette présentation. Alors, sur l'analyse technique, petit rappel, le blé aujourd'hui évolue au gré de toutes ces incertitudes entre d'un côté la géopolitique et de l'autre un équilibre à trouver, notamment face à la demande. On l'a vu hier, le gaz a contractualisé un montant record, 815 000 tonnes achetées, du blé français encore là. Ça montre que la compétitivité du blé français revient sur la scène internationale. Et en fait, elle est bien présente puisqu'avec cette forte baisse du marché, on a perdu plus de 60 € en quelques semaines, plus de 34 € la semaine passée. On a des volatilités qui se sont accrues en fait sur cette campagne. Et ça va se poursuivre sur la campagne suivante. Donc aujourd'hui, on a un support clé qui reste sur le niveau technique, sur la zone des 345 €. Du point de vue de KCIS aujourd'hui, au regard des éléments dont on vient de parler, que ce soit les fondamentaux ou la technique, si le blé doit glisser, il peut venir aller chercher le premier support qui serait sur la zone des 315 €. Donc voilà, le niveau serait en cas de rebaisse un petit peu sur les marchés mondiaux et d'une amplitude un peu plus importante de la crise financière avec des impacts de revente des positions des fonds et autres. Et donc un marché qui se déconnecterait un petit peu des fondamentaux, on peut avoir cette zone de 315 € en principal support à suivre cet été. Maintenant, est-ce que l'équilibre est à 350, 360, 380 ? Là va être la question. On a pu voir, on l'a constaté d'ailleurs chez KCIS, qu'au-delà de 380 € et des 400 €, la demande était beaucoup moins importante, l'industrie n'était pas là. Donc aujourd'hui, on a un retour des acheteurs sur le marché, c'est plutôt intéressant à voir. On revoit l'industrie qui vient faire des couvertures sur des échéances éloignées et ça permet, dans cette détente, de retrouver de l'intérêt acheteur. Donc la zone des 315 € en principal support. Les fondamentaux, alors j'ai mis tendu sur le blé, on va dire, qui sont géographiquement déséquilibrés. On va avoir un stock sur la nouvelle campagne qui va être à peu près hors Ukraine autour des 62-63 millions de tonnes sur les grands exportateurs. Sur ce stock, on en a 70% qui sera mobilisable sur la partie mer Noire, Ukraine-Russie. Et tout le reste, donc du coup, ça va dépendre en fonction de l'évolution de ce conflit. Si on a 70% de ce stock qui est dans cette zone et qu'on a une incertitude, comme l'a dit Pierre dans son introduction macroéconomique, sur la mer Noire et sur la poursuite du conflit, quid du disponible exportable. Donc ça, personne n'a la question. La campagne va être encore volatile en fonction de ces tensions, notamment logistiques. Donc 315 € en point bas et on voit aujourd'hui que le marché est en train de prendre appui sur la zone des 350 €. Concernant le wheat sur l'échéance de décembre, et c'est un peu pareil. On a une production qui, on le sait, va être globalement, on va dire, décevante, mais le wheat reste compétitif sur la scène internationale. La Corée a acheté du blé américain récemment. Donc, on a un contrat qui se cherche
entre une situation mondiale incertaine et cette possible récession. Techniquement, par contre, difficile d'être haussier, dans le sens où vous avez devant vous le graphique en périodicité hebdomadaire. Et vous voyez bien, il y a une sorte de épaule-tête-épaule avec une rupture de la ligne de coût qui est en train de se réaliser, qui s'est déjà réalisée en partie. Et en cas de glissement potentiel plus important, si on casse la zone des 9,50 $ sur cette technique, encore une fois, on voit qu'on a un potentiel appui autour de la zone, alors 8 $ en support clé, mais plutôt sur la zone des 8,20 $, 8,30 $, qui serait la moyenne mobile des 100 dernières semaines. Donc voilà, pour retrouver une tendance un peu plus, on va dire, haussière, il faudrait que le WIT revienne sur la zone des 10,50 $. Voilà. Entre ces deux niveaux, on peut avoir un été dans lequel le contrat va consolider. Alors attention, l'été en général sur le WIT est plutôt propice à une pression récolte également. Donc il faudra suivre ce mouvement sur la partie juillet-août et en fonction également du weather market sur le maïs, avec l'impact des spreads wheat corn notamment aux États-Unis. On peut poursuivre avec le maïs. Sur le maïs matif, alors bon, graphiquement, on a très clairement, on a moins de liquidité sur le maïs matif sur Euronext. Vous le voyez bien par rapport au blé, dès qu'on veut travailler des ordres, c'est un peu plus long. Les cours du maïs ont suivi ceux du blé. Très clairement, on le voit sur la tendance qui se dessine sur le graphique. Aujourd'hui, on a plutôt un marché qui aurait tendance techniquement à marquer une pause et à venir consolider autour des 300 € tonnes sur l'échéance novembre 22, avec un point bas attendu éventuellement cet été sur la zone des 286 €. La question va être également la question du disponible exportable sur l'Ukraine. Et alors, sur le maïs, encore une fois, la partie météo aux États-Unis, on l'a vu l'année dernière, on avait des belles perspectives. Finalement, en septembre, on a eu un bilan qui était dégradé et entre-temps, une forte volatilité. Ce soir, il y a le rapport USDA sur les surfaces et sur les stocks trimestriels. Ça va être un rapport qui va apporter énormément de volatilité. Donc, tout peut être remis en question très rapidement. Et globalement, on devrait voir plutôt une consolidation avec un point bas à 286 €. Et pour vraiment revoir un trend plus haut, ce serait la zone des 325 € à suivre en première résistance. Pour la suite de la tendance, je vous ai mis juste un spread qui montre que à l'écran, vous avez le spread blé-maïs. Alors, avec les prix du blé élevé, du maïs et de l'orge qui est élevé, c'est vrai que l'alimentation animale, il y a moins une demande. On voit que ça ralentit d'ailleurs en termes de demande. On est autour des 550 000 tonnes à peu près contre 700, 760, 780 l'année dernière à date. Donc, on a un ralentissement, mais malgré tout, on voit que ce spread blé-maïs, qui est revenu chercher souvent sur la campagne la zone des 50 € tonnes d'écart. On a eu beaucoup de vendeurs sur cette zone autour des 50, 48. Ce spread est en train de glisser, il est en train de se rapprocher de la zone des 42 €. On peut voir éventuellement avec un blé qui pourrait être impacté un peu plus par une pression récolte et puis finalement une récolte, on va dire, même si elles sont hétérogènes, on va dire correcte sur la partie hémisphère nord, rattrapée par le potentiel russe, avoir un peu de potentiel de baisse sur le blé et un maïs qui, lui, par contre, risque d'être tenu par toutes ces incertitudes, notamment sur la partie américaine, et donc avoir un spread qui décroche un peu et avec une tenue du maïs. Donc, ce sera à suivre, mais on peut avoir des retours d'acheteurs en dessous des 40 € sur ce spread. Pour la suite, sur le corn, encore une fois, l'été sera sous le signe de la volatilité. On a un bilan américain qui est totalement incertain. On a également aussi la demande qui est en point d'interrogation. Ça va dépendre d'autres facteurs de l'évolution du conflit mer Noire. Ça va dépendre également de cette crise financière. C'est redondant dans le discours, mais au final, énormément d'incertitudes. Pour KCI, on regarde des fondamentaux et de cette analyse technique. La baisse est plutôt limitée sur la zone des 6 $, 6,20 $ en premier support. Éventuellement, si on casse la zone des 6,50 ou à 6,20 $ en accélération, c'est difficile d'être beaucoup plus baissier sur le maïs. Et la principale résistance à suivre, c'est la zone clé des 7,25 $. Voilà. Un retour déjà au-dessus des 7,25 $, ça serait le signe d'une situation un peu plus tendue sur le bilan mondial en maïs.
Alors pour terminer les perspectives, on a fait un rapide tour sur les oléagineux, pardon, et en particulier donc le colza, qui est quand même la culture principale donc que nous produisons, pour constater effectivement qu'on devrait quand même retrouver une offre en nette reprise par rapport à la campagne précédente, la campagne précédente ayant été perturbée par des conditions et des aléas climatiques dévastateurs. Pour le moment, c'est plutôt bon, avec dans certaines zones plutôt des augmentations de surface et des conditions, et c'est le cas effectivement en Europe où ces conditions climatiques sont et restent plutôt favorables. Quelques inquiétudes quand même au Canada, toujours par rapport aux semis de canola, car les conditions en fait d'humidité des sols sont finalement dans la même situation que l'année dernière à la même période. Bon, pour le moment, pas forcément d'inquiétude, car d'autant plus que les surfaces aussi avaient eu plutôt tendance à augmenter. Et puis, hémisphère sud, perspective au même titre que ce qu'on a dit sur le blé, bonne plutôt pour le moment perspective sur la future récolte en Australie de colza. Et donc probablement un disponible exportable qui sera non négligeable. Donc plus proche de chez nous à l'échelle de l'Union européenne. Donc comme je vous le disais, plutôt de bonnes perspectives, donc surtout liées quand même, encore une fois, à une augmentation des surfaces et avec pour le moment des conditions climatiques qui sont je dirais, pas trop agressives sur la culture. Par contre, grande interrogation sur la demande et en particulier par rapport au contexte lié aux conséquences du conflit actuel qui pourrait se traduire notamment vis-à-vis d'un certain nombre de pays et notamment de pays de l'Europe du Nord sur la perspective de réduire les incorporations de biodiesel donc dans l'essence et donc un besoin ou une demande donc inférieure à ce qu'on aurait pu prétendre en temps normal. Donc tout ça pour dire que probablement que y aura de la disponibilité importante. La Finlande a déjà effectivement pris cette décision. L'Allemagne est tentée d'y réfléchir également. Donc voilà, un contexte un petit peu point d'interrogation sur la future demande sur ce sujet-là. Encore un petit peu plus proche de chez nous, en France, on voit effectivement encore une fois que les surfaces ont augmenté, que la production, elle, est attendue autour de 3,9 millions de tonnes, donc plus 18% par rapport à la récolte précédente. Donc un retour, je dirais pas quand même tout à fait à la normale, mais de bon espoir, d'autant plus que le rendement, lui, est plutôt attendu plutôt dans la moyenne quinquennale, pas extraordinaire. Pas trop de conséquences liées au coup de chaleur du mois de mai en particulier, qui a surtout fait accélérer en fait la défloraison, mais pas forcément impacté de façon très très significative le potentiel de rendement. Donc retour, je dirais, vers une bonne situation en matière de colza. Cédric, en matière d'analyse technique sur les oléagineux? Alors, comme l'a dit Xavier, c'est vrai que le colza, la semaine dernière, la semaine était un peu rock'n'roll. La graine a perdu plus de 68 €. Dans le sillage des baisses de l'huile de palme, du canola, du pétrole, on a un bilan qui présente effectivement plus de disponibilité, une plus faible demande. Les triturateurs semblent être couverts quasiment jusqu'à la fin de l'année. Voilà, on voit que les mouvements sur le colza sont violents. On a eu une baisse importante sur ces dernières semaines. Le décrochage de coproduits impacte très clairement le colza. On voit que l'Indonésie relance ses exportations et finalement, parce que la production va être meilleure, mais finalement la demande est au ralenti, donc disponibilité plus importante, un bilan déséquilibré. Aujourd'hui, on a plutôt techniquement une possibilité de voir le colza redécrocher sur la zone des prix d'avant-guerre, c'est-à-dire sur le niveau de 635 €. Donc aujourd'hui, il est plutôt très clairement baissier sur le colza. Alors que finalement, on a vu la campagne dernière, c'était complètement l'inverse. Et le colza était venu se chercher sur les niveaux des quasiment 1000 € tonnes. On voit que tout change très rapidement. Et en plus, le colza est très sensible également à l'évolution des marchés financiers. Donc plutôt baissier sur le colza, 635 € en point bas. Il faudrait vraiment revenir au-dessus des 750 € pour entrevoir une reprise de la hausse.
Sur le soja, c'est la matière première qui tient le mieux en ce moment. Pourquoi? Parce que la vague de chaleur actuelle sur les États-Unis et surtout celle qui est attendue dans les prochaines semaines pourrait impacter un petit peu le potentiel de production américain. On a donc ces conditions climatiques qui tiennent le contrat. Alors après, il y a plusieurs choses. La demande chinoise, on a vu la semaine dernière, j'ai regardé dans les statistiques, la Chine a acheté autour de 20 cargos de soja américain. En règle générale, elle est plutôt autour des 30-35. Donc, on a une baisse des exportations de soja autour des 11%. Donc, quid de la demande? Grand point d'interrogation. Quid de la météo? Donc, également, point d'interrogation. On a un dollar US qui est au plus haut depuis 20 ans, une inflation qui est au plus haut depuis 40 ans. C'est un frein également sur les exportations américaines. Donc il faut regarder toutes ces datas, tous ces indicateurs. On a un fort déséquilibre. Pour le moment, le soja tient. Sur la partie météo, ces inquiétudes. Si vraiment la crise financière accélère à la rentrée, le soja est une matière première qui est très sensible. J'ai regardé les statistiques sur Chicago. Le soja, c'est la 7e matière première la plus traitée au niveau mondial. Donc c'est une des matières premières préférées des financiers, notamment pour se hedger face à l'inflation, et une baisse de la demande clairement pourrait faire accélérer la revente de contrats de la part des fonds. Donc techniquement, on regarde la bougie qu'on a eue la semaine dernière et du mouvement actuel, nous sommes plutôt baissiers sur la technique. Il faudra vraiment un gros problème météo pour revoir le soja remonter. Et on a plutôt une poursuite de la baisse attendue en direction des $13 sur le soja. Donc voilà pour la situation sur les oléagineux. Il est temps quasiment de conclure. C'est un exercice un peu frustrant parce qu'on a 1 heure pour faire un bilan. Alors, perspectives. Je vais me dépêcher. Vous l'avez bien compris, on devrait être quand même sur ces campagnes futures 2022-2023 sur un retour, je dirais, d'une offre sur lequel, pour le moment, on n'identifie pas de grands impacts majeurs. Donc, un retour, je dirais, à une offre plutôt rassurante, on va dire. Par contre, et on l'a déjà un petit peu évoqué, probablement donc des disponibilités exportables importantes, mais est-ce qu'elles sont vraiment disponibles? C'est toute la question qu'on peut se poser. On va pas tous citer les éléments qui pourraient impacter cette situation, mais 2-3 quand même. Je vous rappelle que la Russie, depuis la campagne 2021, en début de campagne, avait mis en place des taxes à l'exportation, donc ce qui peut freiner effectivement, bien entendu, la possibilité de sortir les grains de la zone Russie. On a entendu dire que ces taxes allaient être probablement en cours de révision. Un certain nombre de pays, et on l'a vu avec l'Inde, qui ont carrément du jour au lendemain stoppé les exportations. Donc encore un potentiel disponible, potentiellement indisponible. La problématique ou la grande question sur quelle va être la situation et l'écoulement des stocks en Ukraine, voire en Russie, parce que depuis quand même le conflit, la Russie n'exporte pas aussi bien que s'il n'y avait pas de conflit. Bref, plus sans compter une logistique très très compliquée sur la zone mer Noire, des niveaux de prix à un moment donné qui fait que la demande est fortement freinée. Il y a quand même effectivement pas mal, encore une fois, d'interrogations et de questions qui sont posées, encore une fois, sur la disponibilité de ce disponible exportable qui s'annonce plutôt, je dirais, finalement, pas si mauvais que cela. Donc, vous l'avez bien compris, on va probablement rester dans un environnement où la volatilité va être toujours d'actualité, avec a priori quand même des niveaux de prix qui devraient rester hauts. Alors quand je dis haut, bien entendu, pas forcément les prix qu'on a connus ces derniers mois autour de 400 €, quoique, mais on reviendra probablement pas sur les niveaux de prix d'avant le début de l'augmentation qui a démarré sur la campagne 2019-2020 en particulier. Grande question, c'est quid du retour de l'Ukraine sur le marché? Grand point d'interrogation. Et puis l'appétit des fonds financiers qui a été particulièrement fort depuis 2 ans, finalement depuis la pandémie. Est-ce qu'on n'est pas dans une période de digestion liée à la récession économique telle que Pierre l'a évoqué en début? Là, franchement, gros point d'interrogation, mais on a quand même bien vu que ça pouvait quand même influer
et amplifier les phénomènes de prix à la hausse comme à la baisse. Bref, encore beaucoup de questions. Et puis le dernier point, et j'en arrêterai là, c'est la Chine. Qui a fait quand même la pluie et le beau temps depuis les 3 dernières années en matière d'importation. Est-ce que ça va durer ? Franchement, pour le moment, la réponse à cette question est difficile à apporter. Merci Xavier. Alors sur les questions, il y avait une question de Benoît qui posait une question sur la structure selon lui du marché qui a un peu bougé. Alors chez Cassis, ce qu'on a pu observer, c'est effectivement depuis l'éclatement de ce conflit Russie-Ukraine, on voit que finalement dans le carnet d'ordre, et notamment le cas du blé, c'était déjà sur le maïs à l'époque. Avant-guerre, on avait déjà un marché qui était moins liquide où les opérateurs travaillaient beaucoup en ordre iceberg ou GOS. Depuis l'éclatement de ce conflit, on voit que les opérateurs ne dévoilent plus du tout leur taille dans le carnet du blé. Donc on a un marché qui est très liquide, mais avec des tailles qui ne sont pas ou peu dévoilées, avec des ordres qui sont travaillés avec des bidasques de faibles quantités. Alors à Cassis, on a analysé un petit peu ce changement de structure et on y répond d'une manière qui, je pense, peut rendre service aux clients en proposant maintenant une alternative qui est les ordres algorithmiques. C'est-à-dire, dans les stations de trading Fidessa avec lesquelles on travaille, on peut utiliser des ordres TWAP, VWAP ou Time Slice qui permettent aux clients de travailler un volume important sans dévoiler une quantité. Et en fait, c'est l'algorithme qui reprend la main en analysant de la data sur de nombreuses années et qui va mettre en place la stratégie sur une durée de temps ou sur une taille demandée. Donc ça, c'est un point important dans le marché aujourd'hui qui est majoritairement dominé par des ordres algorithmiques, que ce soit sur le blé, ça c'est un peu une nouveauté quand même, le colza et le maïs. Et donc on revient un petit peu sur des marchés dans lesquels mes collègues, notamment Pierre, ont l'habitude de travailler pour les financiers, c'est-à-dire des ordres algorithmiques utilisés par la table. Ça, c'est un point. Pierre, peut-être, tu veux rajouter quelque chose? Non, tout à fait. Plus le marché est liquide, plus l'intérêt de ces algorithmes est important. Le choix de l'algorithme aussi a une importance cruciale. Et aussi, souvent, la durée sur laquelle il faut travailler l'ordre. Donc, en effet. Donc déjà, ça, c'était un premier point sur la structure du marché. On a une question sur le potentiel exportable en blé tendre de l'UE vers les pays tiers. Alors bon, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. En règle générale, l'Europe a un disponible exportable qui tourne autour de 28-30 millions de tonnes. En France, par exemple, 17-18 millions de tonnes selon les années. Donc, ce qui probablement devrait être encore le cas cette année. Cette future récolte. Par contre, ce qui vient un petit peu fausser peut-être sur cette campagne 2022-2021, c'est tous les flux qui transitent entre l'Ukraine et l'Europe pour permettre justement d'évacuer et de libérer en fait les capacités de stockage en Ukraine parce que la récolte va probablement très prochainement démarrer. Et donc ces flux sont quand même importants. On estime qu'on passerait de 28 à environ 35 millions de tonnes de disponibles exportables donc au niveau de l'Union européenne en intégrant justement les flux de l'Ukraine vers l'Union européenne. Donc un disponible qui pourrait être quand même plutôt en hausse par rapport à la campagne précédente. Peut-être une dernière question, Cédric, parce que je vois que le temps tourne. Est-il prévu une évolution sur les déposits blé, maïs, colza? Je ne sais pas ce qu'on entend par évolution. De prix, peut-être. C'est vrai que ça a été un sujet, l'augmentation des dépôts de LCH ClearNet tout au long de cette campagne et de ce conflit un petit peu inédit avec une volatilité accrue. On a vu LCH la semaine dernière. Globalement, ils ont quand même assez bien géré cette situation. Même si ça demande énormément de trésorerie. Le Crédit Agricole l'a également bien géré en soutenant toute la filière agricole en France. Nous, KCIS, on n'a pas d'informations sur une évolution de ces dépôts. Mais globalement, voilà, si la situation se détend un petit peu, les dépôts devraient s'ajuster un petit peu à la baisse. Ce serait en tout cas ce qui est attendu de manière la plus cohérente possible. En effet. Voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, un replay sera disponible sur la chaîne YouTube de KCIS. Nous vous ferons parvenir par email le lien. Et nous pouvons vous donner rendez-vous d'ores et déjà le jeudi 20 octobre 2022 pour une nouvelle webconférence. Merci, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. À très bientôt. Bonne journée.